Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Un samedi et deux finales. En rugby, tout d'abord, le Stade Toulousain vient de s'incliner face aux Irlandais de Munster en finale de la Coupe d'Europe. Et ce soir, c'est au tour de la Coupe de France de football avec à l'affiche Lyon et Paris qui rêvent d'un doublé au Stade de France. Nous retrouverons Denis Balbir pour l'ambiance d'avant-match dans ce journal. Un homme tué par un gendarme alors qu'il tentait de s'évader de la compagnie de gendarmerie de Draguignan dans le Var. L'auteur des coups de feu a été suspendu de ses fonctions et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Faut-il craindre une pénurie d'essence à la pompe? La réponse est non pour le moment. La colère des marins-pêcheurs relative au prix des carburants s'est étendue à plusieurs professions touchées directement par cette inflation. Nous ferons le point sur la mobilisation. Le grand format de ce samedi nous emmènera en Chine où des milliers de parents pleurent là-bas la disparition de leur enfant unique. Le jour du séisme, des milliers d'écoles se sont effondrées sur les élèves. Reportage dans la province du Sichuan à suivre. La politique est Bertrand Delanoë qui se dit prêt à prendre sa part de responsabilité dans le Parti socialiste. Quant à son rôle exact, ce seront, je cite, les militants qui décideront. Le maire de Paris a réuni ses partisans aujourd'hui pour commenter l'actualité politique, la première année de mandat du président Sarkozy qu'il avait soutenu et ses ambitions personnelles. Avec nous Bernard Tapie qui est l'invité ce soir du samedi 20h. Un homme de 27 ans a donc été tué la nuit dernière par un gendarme alors qu'il tentait de s'évader, menotté de la gendarmerie de Draguignan dans le Var. L'auteur des coups de feu a été suspendu de ses fonctions et placé en garde à vue. Une enquête interne est ouverte ce soir sur place. La situation est tendue. Les faits avec Nathalie Jourdan et Virgile Lado. Ils sont venus de Brignoles dès qu'ils ont appris la nouvelle. Une quarantaine de gens du voyage, des amis, des proches et la veuve en pleurs de Joseph Gerner. Son mari était en garde à vue à la gendarmerie de Draguignan. Il est mort la nuit dernière. D'un coup, alors, ils nous disent à Brignoles qu'il s'est suicidé. Un coup, on arrive ici, ils disent qu'il s'est cassé le poignet, qu'il s'est enlevé les menottes. Après, on arrive, ils veulent pas nous dire où qu'il est le corps. Mais c'est quoi ça? C'est des meurtriers. 22h hier, Joseph Gerner est interrogé par les gendarmes dans le cadre d'une affaire d'agression et de séquestration d'un chauffeur routier. Sa garde à vue vient d'être prolongée. Menotté, accompagné d'un gendarme, il est autorisé à fumer une cigarette à cette fenêtre. Profitant de l'extinction de la minuterie dans le couloir, il saute par la fenêtre, retombe 4 mètres plus bas, se relève et s'enfuit. Le gendarme le somme de s'arrêter avant de tirer à 7 reprises. 3 balles vont toucher Joseph Gerner. Il parvient quand même à escalader ce grillage et se retrouve dans le parc d'un établissement scolaire religieux. Il est arrivé jusqu'ici, il est monté en haut de l'arbre. Et à un moment, il sentait qu'il avait de moins en moins de force. Il est tombé sur le buisson et est tombé par terre. Les gendarmes sont arrivés, ils ont appelé immédiatement les pompiers. Les secours ne parviendront pas à le réanimer. Le gendarme, lui, a immédiatement été placé en garde à vue. J'ai retenu, en ce qui me concerne, la qualification d'homicide volontaire. J'ai voulu signifier par cette qualification que rien n'était laissé de côté et que la discussion portait sur l'ensemble des agissements de ce militaire. L'inspection technique de la gendarmerie a été saisie. Elle devra déterminer si l'usage de l'arme s'est effectué dans le respect de la réglementation spécifique aux gendarmes. Contrairement à un policier qui ne peut tirer qu'en état de légitime défense, un gendarme peut faire feu en cas d'évasion, à condition que ce soit le seul moyen d'arrêter le fugitif. L'actualité de ce samedi, c'est toujours le bras de fer engagé par les marins-pêcheurs. Après les négociations d'hier avec Michel Barnier, on avait cru à un vrai signe d'apaisement. Ce matin, au Sable d'Olonne, les pêcheurs avaient décidé de suspendre le mouvement, affirmant qu'ils souhaitaient repartir en mer. Situation identique à la Cotinière en Charente-Maritime. Mais ce soir, de nombreux ports restent toujours bloqués, notamment sur la façade atlantique. Le conflit qui s'étend même, vous allez le voir, à d'autres professions touchées par la hausse des prix du carburant. On fait le point sur cette journée de mobilisation avec Caroline Thébault et nos équipes en région. Opération péage gratuit à la Gravelle sur l'autoroute Paris-Rennes. Les pêcheurs veulent rallier la population à leur cause. Pas toujours facile. Si on vous aide, vous, les autres pays, ils pourront les aider aussi. C'est pas possible. Toute aide financière est bonne à prendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autant que les marins du Guilvinec ne sont pas seuls. Des agriculteurs manifestent à leur côté. On s'aperçoit que les pêcheurs sont... C'est rare qu'ils se mobilisent, mais quand ils se mobilisent, on s'aperçoit que ça paye. S'il faut en arriver là pour qu'on arrive à obtenir quelque chose, on connaît la recette, on fera comme eux. Dans le sud de la France, à Port-la-Nouvelle, ce sont des chauffeurs routiers qui se sont joints au mouvement des pêcheurs. Du renfort,
alors que le dépôt de carburant est bloqué depuis une semaine. Je pense que ça devrait suivre parce que tous les transporteurs, même au niveau européen, sont concernés. Enfin, poisson gratuit à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Des marins ont pris la mer pour offrir des sardines aux habitants, symbole d'une grève qui persiste, comme à La Rochelle, Saint-Malo et Arcachon. Alors il ne faut pas pour le moment craindre une pénurie de carburant à la pompe, même si certains, comme c'est souvent le cas, se précipitent dans les stations. À La Rochelle, les dépôts sont toujours bloqués par les pêcheurs et le préfet a donc décidé d'organiser le ravitaillement pour ce week-end. Reportage Anne Guillet-Épée et Bernard Connor. Plus une goutte de carburant. Depuis hier, cette station-service attend le ravitaillement. On attendait un camion qui devait venir nous livrer, mais en fait il n'est pas venu, donc c'est-à-dire on n'a plus de moyens de livrer les clients et malheureusement on va fermer bientôt, puisque nous n'avons plus d'essence disponible dans les pompes. Ici, on a eu plus de chance. Exceptionnellement, la préfecture a autorisé la circulation des camions-citernes le week-end, ce qui permet aux Rochelais de se fournir en essence ou en gasoil, selon les stations. Ça fait que je trouve une station pour mettre de l'essence. Vous avez du mal? Non, ça va, j'ai eu de la chance, c'est la 3e. On est un peu prévoyant, simplement, on ne sait jamais. Moi, j'utilise pas ma voiture tous les jours, mais bon, je veux être sûre d'en avoir quand même. Avec les enfants, c'est plus rassurant. Prendre ses précautions, mais interdiction formelle de faire des réserves. Je décourage surtout toute réaction complètement irrationnelle de soi-disant précaution ou de constitution de stock. Ça ne se justifie en rien. Les dépôts de carburant de La Rochelle sont eux toujours inaccessibles, bloqués par les pêcheurs en colère. Pour nous personnellement, on attend jusqu'à lundi matin. Voilà, une réponse. On fera un vote pour savoir si on repart ou on repart pas. Enfin pour nous, pour l'instant, on reste sur nos pauses. Et si les pêcheurs demandent toujours un gasoil moins cher, de leur côté, les automobilistes ne regardent plus à la dépense, ils assurent la quantité. À l'étranger, aux États-Unis, c'est la polémique du jour. Hillary Clinton a, semble-t-il, parlé un peu trop vite. La candidate démocrate a dû finalement s'excuser pour des propos troublants. Elle a ainsi justifié son maintien dans la course à la Maison-Blanche en faisant une allusion historique à l'assassinat de Bobby Kennedy. En résumé, et si Barack Obama disparaissait? On appelle cela une gaffe. À Washington, Alain Chaleron. La scène se passe au Dakota du Sud, là où sont sculptés pour l'éternité les principaux présidents de l'histoire américaine. Un État où il y a plus de bisons que d'habitants, un des deux derniers a voté le 3 juin. Alors que les jeux sont quasiment faits, Barack Obama est virtuellement nominé, Hillary Clinton y fait campagne. Dieu sait pourquoi. Et c'est justement la question qu'on lui pose. Mais qu'est-ce qui vous fait donc encore courir alors qu'on est presque en juin ? Souvenez-vous, Bobby Kennedy était encore en campagne en juin quand il a été assassiné. La gaffe est énorme. C'est la référence historique qu'il ne fallait pas évoquer. Hillary Clinton dit ainsi tout haut ce que chacun craint tout bas, que l'ascension de Barack Obama soit arrêtée en plein vol par la balle d'un tueur raciste. Une fois, une seule fois, la question a été évoquée sur 60 Minutes. Cela ne m'empêche pas de dormir parce que la vérité, c'est que Barack, en tant que noir, peut se faire tuer dans n'importe quelle station-service. On ne peut pas prendre de décision fondée sur la peur. Hillary Clinton aurait-elle donc exprimé inconsciemment l'idée qu'elle continuait sa campagne parce qu'elle s'attendait à une tentative de meurtre d'Obama? Plates excuses. Je regrette que cette référence historique traumatisante pour tout le pays et en particulier pour la famille Kennedy ait pu offenser de quelque manière. Dans le cas Obama, on n'a réagi que par un simple communiqué. Le candidat lui-même a poursuivi sa campagne, bien encadré par ses gardes du corps, comme si de rien n'était. Il sait trop bien qu'il lui faudra un jour se réconcilier avec sa rivale. Et puis cette information à prendre avec prudence. Selon les autorités colombiennes, le numéro 1 des FARC, Manuel Marulanda, serait décédé. Il est l'un des fondateurs dans les années 60 de la guérilla qui retient toujours Ingrid Betancourt. Après la Birmanie, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, était en Chine. Les autorités du pays avancent désormais le chiffre de 80 000 victimes. Et parmi elles, des milliers d'enfants. À 14 h le lundi 12 mai, jour du séisme, ils étaient tous à l'école. Des écoles qui se sont parfois, vous allez le voir, effondrées comme des châteaux de cartes. Et la polémique enfle au pays de l'enfant unique. Des milliers de parents ont perdu leur trésor. C'est le grand format de ce samedi. Il est signé Pascal Golomer et Sylvain Guillaume.
Tous les jours, ils sont assis là, silencieux, dans la cour de ce qui était l'école de leur enfant. Aujourd'hui, l'école primaire de Wufu est un amas de ruines. 127 élèves y ont péri le jour du séisme. Mais c'est le seul bâtiment à s'être effondré dans le village. Les parents accusent le constructeur de malfaçon et les dirigeants locaux de corruption. Vous pouvez regarder la mauvaise qualité des matériaux. C'est ça le gros problème. Pour Sui Fang, comme pour la plupart des autres parents, le drame est d'autant plus cruel que cet enfant était le seul de la famille. L'enfant unique. La règle en Chine depuis 30 ans. Nous avons répondu à l'appel du gouvernement. Nous avons suivi les règlements. Déjà, mes parents n'avaient eu qu'un enfant. Et moi, c'est la même chose. Toute la famille portait ses espoirs sur mon garçon. Si on travaillait, si on gagnait notre vie, c'était uniquement pour notre fille. Maintenant qu'elle a disparu, je n'ai plus aucune raison de vivre. À l'extérieur du village, les slogans du planning familial sont toujours inscrits sur les murs, comme dans tout le pays. Un seul enfant, c'est plus de bonheur. Certes, à la campagne ou dans les minorités notamment, 2 enfants sont tolérés. Encore faut-il en avoir les moyens. Beaucoup y ont renoncé, y compris en procédant à une stérilisation. Près de 7000 classes se sont effondrées lors du séisme. Imaginez les milliers d'enfants uniques disparus et les parents désespérés de se retrouver seuls. Les psychologues venus sur place cette semaine le savent. Ce sera l'une des tâches les plus difficiles que de consoler ses parents. Quand les parents n'ont pas réalisé leurs rêves, ils espèrent que leur enfant pourra le réaliser à leur place. Et s'ils ont perdu cet enfant, c'est comme une chaîne familiale qui se serait brisée d'un coup. Personne en Chine n'ose aujourd'hui profiter du drame survenu à Wufu comme dans des dizaines d'autres écoles du Sichuan pour mettre en cause la politique du planning familial. Plus que jamais, l'heure est à l'union nationale, pas à la polémique. On revient en France. On a appris aujourd'hui que 3 jeunes désespérés qui s'étaient rencontrés sur Internet ont tenté de se donner la mort dans une forêt du nord de la France dans la nuit de mercredi à jeudi, à Loquignol précisément. Les 3 jeunes, originaires de 3 régions différentes, avaient, via un forum, tissé un pacte suicidaire. Mais heureusement, ils n'ont pu arriver à leur fin. Julien Dupéret et Jean-Stéphane Maurice. La forêt de Mormal dans le nord, c'est ici, isolé de tout, dans un chemin boueux que s'est jouée la scène. Seuls subsistent aujourd'hui quelques mouchoirs en papier et des traces de pneus. 6h30 du matin jeudi dernier, 2 bûcherons aperçoivent une Peugeot 405 blanche, le moteur tourne. J'ai tout de suite vu qu'il y avait le tuyau qui sortait du pot d'échappement et qui rentrait dans le carreau arrière. Donc on s'est arrêté parce que j'ai dit ça, c'est quelqu'un qui est en train de faire une connerie. Et on a avancé, on a vu quelqu'un qui était au volant, puis en regardant plus, on a vu quelqu'un qui était derrière. Donc on a ouvert la porte, on a coupé le moteur, puis on a ouvert les carreaux, puis on a tout de suite appelé les secours. Les 2 jeunes à l'intérieur sont sauvés in extremis, transportés à l'hôpital de Maubeuge. Mais là, rapidement, les enquêteurs découvrent qu'une 3e personne fait partie du pacte suicidaire, une jeune fille qui, elle, n'est pas allée au bout de la tentative. La jeune fille, pour moi, elle avait quitté le véhicule vers 4h du matin, il l'avait retrouvée un peu plus loin, elle se baladait sur une route, quoi. Et il y a une voiture qui passait par là, qui a prévenu les gendarmes, je crois, et qui l'a emmenée aux urgences à Maubeuge. Des 3 jeunes, 22, 23 et 24 ans, on sait qu'ils s'étaient rencontrés par Internet sur un forum avec le même objectif, en finir avec la vie. Rendez-vous est donc pris. L'un des 3 quitte mercredi en voiture sa région, la Bretagne. Premier arrêt à Tours, puis à Lille. Les 3 jeunes sont réunis. Ils mettent dans la nuit leur plan à exécution. Le procureur de la République a ordonné la fermeture du forum Internet en question. Mais pour l'heure, les enquêteurs se refusent à toute déclaration pour ne pas, disent-ils, donner de mauvaises idées à d'autres jeunes. Nouvelle journée de mobilisation nationale aujourd'hui contre les propositions du ministre de l'Éducation, Xavier Darcos. Lycéens, enseignants et parents d'élèves ont défilé côte à côte pour protester contre les suppressions de postes. Ils étaient entre 4 et 7 000 à Paris. L'ancien ministre Jack Lang a rejoint le cortège. En province, la mobilisation a été plutôt faible. La politique. Bertrand Delanoë réunissait aujourd'hui ses partisans à la Mutualité à Paris et il s'est dit résolu à prendre sa part de responsabilité dans le Parti socialiste. Mais à une place, je cite, que vous déciderez. Les militants l'ont applaudi et tout le monde a bien compris. Il faudra désormais compter avec lui. Reportage Jeff Wittenberg et Alexis Oran. Ce discours, il l'avait soigneusement préparé. Comme un boxeur après un combat remporté au point, Bertrand Delanoë vient de franchir une étape importante. Il n'a pas encore dit qu'il était candidat, mais il n'en est plus très loin. À partir du moment où nous lançons une dynamique politique, tous ensemble,
nous lançons une dynamique et nous cherchons à l'élargir. Si en plus j'y ajoute un livre, et que je vous dis, ah ben non, de toute façon, je ne veux vraiment de responsabilité qu'à la mairie de Paris, je me fous de vous. Eh bien, c'est pas dans mes habitudes. Vous déciderez de ma part de responsabilité, lance le maire de Paris à ses amis, comme le nouveau maire de Toulouse, Pierre Cohen. Des amis qui lui font remonter les réactions de la base militante depuis qu'il s'est dit socialiste et libéral. Pas de choses brutales, mieux, ce mot de libéralisme, en tout cas de liberté, se retrouve défendu par les socialistes que l'on croyait les plus orthodoxes. Retrouvons, nous les socialistes, la fierté d'être effectivement pour la liberté, et pas pour la liberté d'exploiter. Quand le libéralisme politique n'est plus porté par la droite, qui a des réactions autoritaires, il est particulièrement important que les socialistes revendiquent cette idée du libéralisme politique. Il faut travailler sur les idées avant de penser à 2012, ne cesse-t-il de répéter. Celui qui va m'empêcher de dire ce que je pense n'est pas né. Bertrand Delanoë s'abrite de la pluie, mais pas d'un débat qui pourrait devenir orageux au Parti socialiste. Et le débat d'idées est ouvert au PS, puisqu'aujourd'hui, en réponse à l'idée évoquée par Bertrand Delanoë, que l'on pouvait être libéral et socialiste, Ségolène Royal a fait savoir qu'à ses yeux, ces deux idées étaient incompatibles. Fin de citation. Et on continue l'actualité politique avec notre invité, ancien ministre de la Ville de François Mitterrand, puis membre des Radicaux de gauche, puis devenu supporter de Nicolas Sarkozy. Il laissait entendre il y a quelques jours qu'un retour en politique au niveau européen n'était pas exclu. Alors, qu'en est-il? Bonsoir Bernard Tapie, merci d'être avec nous. On avait cru comprendre que revenir en politique c'était inenvisageable. Alors est-ce qu'on va vous voir sur une liste aux prochaines européennes l'an prochain? Je ne sais rien encore, mais à l'époque où j'étais député européen, j'avais défendu une liste radicale qui s'appelait Énergie radicale et qui comprenait des gens de gauche et des gens de droite et des gens du centre et des socialistes, parce que le radicalisme c'est pas forcément la propriété d'un des partis de droite et de gauche. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont séparés. Il y a des radicaux de gauche et des radicaux de droite. Cette nouvelle aventure vous tente? L'élection européenne est une élection particulière. Mais surtout le travail est un travail formidable qui permet d'avoir des activités comme vous et moi, c'est-à-dire dans la société civile et de le faire, ce qui n'est pas le cas dans les élections nationales. J'en suis pas là du tout. C'est une hypothèse qui a été lancée comme ça, mais j'en suis pas du tout encore à ce stade. Pour l'instant, ma préoccupation, c'est le théâtre. Vous êtes encore proche du PRG, des radicaux? Oui. Parce que lors de votre prise de position, au moment de la campagne présidentielle pour Nicolas Sarkozy, ça avait créé un froid, on va dire. Oui, mais j'ai gardé, que ce soit avec Taubira, avec Jean-François Aurier, Jean-Michel Billet, des bonnes idées. J'étais supporter sur les deux finalistes. Le problème pour moi, comme pour vous, c'est à un moment donné, il en reste deux, il faut choisir. Et j'ai choisi sans aucun doute Nicolas Sarkozy. Et vous avez aujourd'hui le sentiment, un an après, d'avoir choisi le bon? Écoutez, je ne sais pas si tout se passera bien et si le pays sera redressé. Mais il a deux vertus. La première, il fait tout ce qu'il a dit qu'il ferait. Tout ce qu'il a dit qu'il ferait. Alors, il y en a qui sont surpris, parce qu'on n'était pas habitué à ça. On n'était pas habitué à avoir un patron qui travaille et qui fasse. C'est vrai que c'est plus facile de faire par les autres, au moins il n'y a pas de responsabilité. Lui, il n'hésite pas à les prendre, et il sait que l'échec de sa politique sera la sienne. Et vous êtes toujours en contact avec lui? Vous l'avez rencontré? J'ai pas l'occasion, parce que actuellement il n'y a pas d'élection et on n'a pas d'occasion de se voir. Mais je garde pour lui énormément d'amitié et surtout la reconnaissance de quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui tient parole. Dans tous les cas de figure, je crois qu'en politique ça devient une maladie de ne pas faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Alors, on va parler un mot du Parti socialiste. On vient de le voir, Bertrand Delanoë, qui n'est pas encore candidat, Ségolène Royal. Il l'est. Non, c'est pas anormal que tous les ténors du Parti socialiste, aujourd'hui, les gens sont effarés en disant c'est le pugilat, c'est pas vrai. Il y a le leadership du parti, il faut qu'il se réalise. C'est en jeu. Pour l'instant, c'est normal que chacun, avec sa méthode, sa technique, le fasse. Delanoë, il était pas le candidat prévu à la mairie de Paris, c'était Strauss-Kahn qui était prévu et il a été obligé de prendre sa place. Donc il a fait un bon chemin, il a parfaitement réussi son métier de maire. J'ai un problème, moi, vis-à-vis de lui, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il pense sur aucun sujet. Il aborde aucun des sujets, ni les 35 heures, ni la retraite. L'idée est en train d'arriver, il l'a dit. Quand même, à ce niveau de responsabilité, on pourrait quand même un peu savoir. Là, il a fait un livre, moi je me suis précipité dessus pour savoir ce qu'il pensait, et là encore, on ne sait pas ce qu'il pense. On sait ce qu'il est, et c'est plutôt flatteur, mais on ne sait pas ce qu'il pense. Alors il est libéral maintenant. Et Ségolène Royal? Ah bon, c'est ce qu'elle pense. Et c'est en fonction de ça, d'ailleurs, que j'ai pas voulu voter pour elle. Au moins, j'avais des éléments d'analyse. Mais Delanoë, on ne sait pas ce qu'il pense. Et même, rappelez-vous, au moment où il a fallu choisir un candidat, il n'a même pas choisi.
Alors il est libéral et en même temps, il fait 60 pages de flatterie sur Jospin. Alors, vous avez été proche du Parti Socialiste et surtout de François Mitterrand. Oui. C'est le parti de François Mitterrand. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne faites pas le jeu en fait de Nicolas Sarkozy? On le sait, il a besoin de l'extrême gauche fort, de la droite du Parti Socialiste fort. Est-ce que c'est pas vous qui allez incarner, on va dire, ce... Écoutez, le jeu des combinaisons politiques pour affaiblir le Parti Socialiste? Franchement, le président a son destin entre ses mains. Il y a deux hypothèses. Le pays aujourd'hui, il faut savoir qu'on est 18e par l'OCDE au rang de la richesse individuelle. C'est dire qu'on peut se raconter ce qu'on veut, on est dans un très mauvais état. Il y a deux hypothèses et deux seules. Ou bien il réussit, et il aura besoin ni de moi, ni de la télévision, ni de personne, et il sera de nouveau président. Ou bien il réussira pas. Et il a donné tellement, il a suscité tellement d'espérance aux gens. Les gens ont tellement cru en lui qu'il n'y aura personne pour le défendre et pour le faire gagner. Sur cet espace politique, on l'a bien compris ce soir, vous êtes proche des radicaux. Je suis radical et j'ai jamais été radical. Un rapprochement avec Jean-Louis Borloo. Par exemple, ça c'est une idée à moi. Ouais. Je la trouve formidable parce que la relation de Baillet et de Borloo est une très bonne solution. Qu'on vienne pas y mettre Bayrou là-dedans. Je veux dire, j'entends des bruits selon lesquels Bayrou viendrait se mêler à ça. Il est tout sauf radical. Donc, les radicalismes, c'est quelque chose qui se définit facilement. Et vous allez voir que ça ne correspond pas à ce qu'il est. Alors, on arrête pour la politique. Vous restez avec nous. On passe à la page sport. Et ça vous intéresse, j'en suis sûr. Avec le football ce soir, finale de la Coupe de France. Lyon-PSG. Deux clubs au parcours diamétralement opposés cette saison. Et qui rêvent du même trophée. Ce soir, atmosphère à quelques minutes du coup d'envoi avec au Stade de France, Aaron Tanzit et Mathieu Niven-Gloski. Ces deux-là sont fous de Lyon. À quelques minutes de la finale, sur le parvis du Stade de France, la fièvre monte. Impossible de les arrêter. Lyon veut être champion 2 fois, une fois en championnat et une fois de coupe. Voilà, le doublé historique. Plus facile à dire qu'à faire. À l'écrit 35 ans que Lyon n'a pas gagné la Coupe de France, alors de 7 à 77 ans, tous derrière l'OL. Tant pis pour la permanente. Côté parisien, maintenu tout juste en Ligue 1, c'est la calme attitude, même si les supporters rêvent secrètement d'un exploit. Sur un match, tout peut arriver. Il y a bien Marseille qui a battu Milan. Nous, ce soir, on va battre Lyon. Paris, on est une équipe de coupe et on va gagner, c'est sûr. Lyon, ça y est, ils gagnent le championnat et ils vont rien faire. Sécurité renforcée, fouille minutieuse. Ce soir, tout a été fait pour ne pas revivre l'épisode de la banderole anti-ch'ti déployée lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Un stade plein, 80 000 supporters, que le spectacle commence. Alors Bernard Tapie, un mot de football, un favori ce soir? Non, mais c'est un formidable match. Je trouve que c'est une merveilleuse aventure pour le Paris Saint-Germain, qui après vraiment une fin de saison très compliquée, très difficile, a une occasion formidable de battre Lyon, qui va évidemment essayer de faire le doublé pour la première fois de son histoire. Alors, on va regarder une image. Il y a 15 ans, vous remportiez la Coupe d'Europe avec l'OM. La Champions League aujourd'hui, on va dire pour les plus jeunes. Non, à l'époque aussi c'était la Champions League. Déjà la Champions League face au Milan AC, avec une tête de Basile Boli, beaucoup d'émotions. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en France, 15 ans après, un club même comme Lyon n'arrive pas à dépasser, on va dire, le stade des quarts de finale? Et puis, effectivement, qu'aujourd'hui, on se retrouve en finale avec Chelsea, Liverpool, Manchester United. Voilà, vous venez de le dire. Sur la pelouse, le jour de la finale, il y avait pratiquement, je sais pas, 8 ou 9 joueurs qui étaient passés par le championnat de France. À l'époque, non seulement on gardait les meilleurs Français, les meilleurs du championnat de France, mais on allait en prendre en plus ceux des meilleurs des autres championnats. On était comme les Italiens, comme les Espagnols. Maintenant, on ne garde pas les joueurs. Et c'est pas parce que, contrairement à ce qui se raconte, ils sont plus chers ou il y a des charges. C'est pas vrai. C'est que les clubs ne veulent pas prendre au moins sur 2 saisons. Imaginez Lyon avec Abidal, avec Essien, avec tous ces joueurs qui sont partis. Marseille avec Drogba, Ribéry, Makelele. Tous ces joueurs étaient sur la pelouse en finale. Alors ils ont dépensé l'argent quand même. Mais en 10 ans, ça sert à rien. Et justement, quand vous voyez le football aujourd'hui, on a parlé d'un retour politique, un petit retour sportif, il y en a qui en rêvent, en tout cas à l'Olympique de Marseille, et pourquoi pas reprendre un club comme le Paris Saint-Germain en difficulté? C'est en tout cas un sacré challenge. J'ai pas les moyens, j'ai pas l'argent, et que dans un club de football, ça ne peut marcher que quand celui qui commande, c'est celui qui paye. Pourquoi à Lyon ça marche? C'est son argent. Quand il parle à un joueur, il parle de son argent. Un dirigeant qui est rémunéré pour faire ce métier-là, il ne peut pas avoir l'autorité qu'a un propriétaire.
Un mot, l'équipe de France, elle est en stage à Tignes depuis... Vraiment des grosses chances. Des grosses chances. Ah oui, vraiment. On a sur le papier une des 3 meilleures équipes, sinon la meilleure. Donc pas Bernard Tapie au PSG, pas à l'OM. Non, malheureusement, j'ai pas les moyens. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir. Le rugby maintenant, avec la déception pour le Stade Toulousain qui s'est incliné en finale de la Coupe d'Europe face aux Irlandais du Munster. Une défaite 16-13 à Cardiff. Résumé de la rencontre avec Christophe Duchiron. Des regrets et des remords, des idées plus noires que rouges et de la déception plein les visages. N'en jetez plus côté toulousain, la coupe est pleine. Au lieu de prendre la présidence de l'Europe du rugby pour 1 an, ces joueurs ont regardé les Irlandais de la province du Munster soulever le trophée en vainqueur, avec des mines réjouies et des regards enjoués, au terme d'un match parfois crispant. Est-ce à cause de la fermeture du toit du stade? Toujours est-il que ce rugby sous cloche a donné en première période un match à l'étouffer. Il a fallu attendre plus d'une demi-heure avant de voir un essai, que les Irlandais vont marquer en force, à force d'essayer de marquer grâce à Denis Lamy. Alors le stade rougit de plaisir car tous les supporters irlandais agitent leur chiffon rouge. Mais avec un drop et une pénalité dernière minute, Jean-Baptiste Elissalde ramène les Toulousains au score, 10-6 à la mi-temps. C'est alors un grand moment d'incertitude. Faites vos jeux, rien ne va plus. Surtout chez les Toulousains à la reprise, qui perdent leur capitaine Pelouse pour une expulsion temporaire de 10 minutes, qui encaissent 3 points de pénalité, mais qui réagissent magnifiquement alors qu'ils jouent à 14 contre 15. Sur une relance exceptionnelle de Cédric Emmons, Dongui récupère et aplatit, et voilà Toulouse qui recolle au score 13 partout. La fâcheuse tendance au gaspillage des Toulousains va leur coûter cher, contrairement au Munster qui joue peut-être un rugby de petite envergure offensive, mais qui fait quand même son petit bonhomme de points. Une pénalité pour O'Gara, les Irlandais passent devant 16-13. Et jamais Toulouse ne s'en remettra. Toulouse reste à 3 points, Toulouse reste sur le carreau. Dans l'actualité sportive également une image, celle de Loïc Perron qui a remporté hier soir sa 3e transat anglaise à Boston. Il a mis 12 jours, 11 heures et 15 minutes et quelques secondes pour traverser l'Atlantique. On ne verra pas que le skipper français avait en plus porté secours à Vincent Rioux en difficulté. Autre information, Roland Garros qui commence demain sur nos antennes se jouera sans Joe Wilfried Tsonga. Le Français a déclaré forfait aujourd'hui et a annoncé qu'il sera opéré mardi du genou. Il sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Un mot de nos confrères du Journal du Dimanche qui lancent demain dans vos kiosques un nouveau supplément avec Sport Dimanche. En une cette semaine, Yannick Noah, rédacteur en chef de ce premier numéro. Bon vent à eux. Direction Cannes maintenant. Il ne reste plus qu'à attendre demain soir pour connaître le lauréat de la Palme d'Or. Les 22 films en compétition, tous étaient projetés. Parmi eux aujourd'hui, Entre les murs de Laurent Canté, entre documentaire et fiction, voici la vie d'une classe dans un collège parisien. Marie Jaujoin et Mickaël Cario ont suivi les élèves venus spécialement à Cannes. Ils se voient déjà en star. Les 25 élèves acteurs du collège parisien Françoise Dolto arrivent enfin après une nuit de quart devant les palaces cannois. Pour certaines personnes, c'est le rêve de toute une vie et nous, on arrive à l'atteindre comme ça dès notre premier film. On a 14, 15, 16 ans et on arrive quand même déjà à monter sur ça, c'est vachement bien. Je suis excité de monter les marches, mais après ça me fait pas peur, c'est que des marches, faut pas oublier. Que des marches, mais celles qui conduisent à la Palme d'Or. Le grand jeu, la conférence de presse, la séance photo, une journée magique dont ils ont apprécié chaque instant. Une fille du 20e qui vient à Cannes, c'est rare. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je n'avais pas dit que je sois fils. Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Entre les murs pourrait être leur quotidien au collège en 4e, un documentaire. Mais non, c'est une fiction. Ils jouent chacun un rôle écrit pour eux par Laurent Canté et François Bégodeau. Prof dans le film, mais aussi prof dans la vie, un prof qui aime les échanges. Ok, hop. Okay. Moi j'aime bien quand ça parle, j'aime bien quand c'est le bordel, j'aime bien le bruit, j'aime bien sentir tout le monde est là, quitte à le payer du prix du bordel. Je préfère un bordel vif que de l'attention morte. Ah franchement, je sais pas, mais s'il y a des profs comme lui, j'aimerais bien les avoir. La République, le livre de la République. La République de Platon. Ouais. Alors quel genre de questions il pose, sur quel sujet? Surtout sur l'amour, sur la religion, sur le Dieu, sur les gens. De la cour du collège au marché du palais, le rêve de ces jeunes acteurs nés est devenu réalité. Ce 3e et dernier film français a été chaudement applaudi.
Et on revient au football, on retrouve tout de suite à Saint-Denis Denis Balbir. Bonsoir Denis. Avantage ce soir à Lyon, mais attention à cette équipe de coupe qu'est le Paris Saint-Germain. Oui, vous avez raison Laurent, cette équipe de coupe, spécialiste de coupe, notamment Paul Le Guen, vainqueur de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France en 95 et en 98. Ce sera le premier à remporter un 3e doublé cette fois en tant qu'entraîneur. Alors pourquoi pas l'équipe de Paul Le Guen, bien sûr offensive avec Miguel Paoletta, Pedro Miguel Paoletta qui devrait faire ses adieux à Paris. Et puis de l'autre côté, du côté lyonnais, on l'avait annoncé sur France Télévisions en exclusivité le 18 mars, la possibilité de quitter la France pour Grégory Coupet. C'est chose faite maintenant pour le gardien lyonnais qui rêve bien sûr d'un doublé. Il avait 6 mois lorsque l'Olympique lyonnais avait remporté sa Coupe de France la dernière en 73 grâce à Bernard Lacombe. On verra ça, affiche très alléchante dans un stade bien sûr archi comble. Et l'ambiance est belle, on le voit déjà derrière vous. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. Merci d'être fidèle à l'information sur France 2. La météo, c'est avec Isabelle Martinet. 20h55 donc, la finale de la Coupe de France. Ne manquez pas en direct du stade de France, l'Olympique lyonnais face au Paris Saint-Germain. Demain, dès midi, France de foot avec Denis Balbir. On se retrouve à 13h pour l'information. L'invité de la page politique sera Nadine Morano. Très belle soirée à vous et bon foot. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.